Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais tout de suite, nous sommes lundi, les 7h28, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'identité et démocratie et la semaine dernière, Marine Le Pen a rencontré l'une des 3 présidentes de la Bosnie-Herzégovine. Alors pourquoi pouvez-vous nous expliquer de qui il s'agit ? Ah oui, tout à fait. Elle a rencontré Madame Vijanovic, qui est l'une des 3 présidentes de Bosnie-Herzégovine, comme vous l'avez dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bosnie est un pays assez particulier, assez complexe, puisqu'on trouve 3 communautés qui la composent. D'un côté, les Bosniaques musulmans, qui représentent 50% de la population, les Croates orthodoxes, qui représentent environ un tiers de la population, les Serbes orthodoxes, qui représentent un tiers de la population, et les Croates catholiques, qui représentent environ 10 à 15% de la population. Donc, du coup, pour essayer d'éviter un conflit dans le pays, les accords de Dayton de 1995 ont divisé en fait la Bosnie-Herzégovine en 2 entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui regroupe les Bosniaques et les Croates, et la République serbe de Bosnie, qui regroupe les Serbes. Chacune de ces 2 entités fédérées a un gouvernement. Et ensuite, au niveau fédéral, on trouve un gouvernement avec 3 présidents, représentant chacun une des communautés. Et au représentant de l'Union européenne, chargé un peu d'organiser tout ça. Et du coup, Marine Le Pen a rencontré la semaine dernière celle qui représente au sein de la présidence de Bosnie-Herzégovine la communauté serbe. Alors, qu'est-ce qui explique justement un système si particulier en Bosnie-Herzégovine ? En fait, tout remonte à la Yougoslavie. Donc, c'est un pays qui est né en 1918, qui était censé regrouper tous les Slaves du Sud. Donc, ça veut dire les Serbo-Croates, les Slovènes et les Macédoniens. Mais à la fin de la guerre froide, avec l'effondrement du gouvernement communiste, la Yougoslavie s'est complètement effondrée, a éclaté en fait. Et si la Slovénie et la Macédoine sont parvenus à obtenir leur indépendance relativement pacifiquement, en fait, la dislocation de la Yougoslavie a provoqué une violente guerre civile en Croatie et surtout en Bosnie. Alors justement, qui cette guerre oppose-t-elle ? En fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que les Croates et les Bosniaques, qui voulaient chacun leur indépendance, se sont alliés, même si c'était au départ différent, puisque les Bosniaques sont musulmans, les Croates sont catholiques. Malgré tout, ils se sont alliés contre les Serbes, qui eux voulaient maintenir l'unité de la Yougoslavie. L'Occident a soutenu le côté bosniaque et croate, officiellement au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En réalité aussi beaucoup parce que les Serbes étant plutôt pro-russes, ils voyaient dans une Yougoslavie unifiée, une menace pour les intérêts de l'OTAN. Donc cette guerre est extrêmement violente, avec des massacres des 2 côtés, une volonté d'épuration ethnique des 2 côtés. Et à la fin de la guerre, la Yougoslavie unifiée a laissé place à une série de petits États. Le Monténégro, la Slovénie, la Macédoine, la Croatie, la Serbie qui étaient des États-nations, et la Bosnie qui elle restait une entité multiculturelle. Et du coup, les accords de Dayton ont été mis en place pour essayer justement par un système fédéraliste d'éviter une nouvelle guerre civile. Et en quoi justement la dislocation de la Yougoslavie fut une tragédie pour les Serbes ? En fait, déjà, il faut bien voir que tous les États sont sortis assez affaiblis de ce conflit. On est passé d'une Yougoslavie assez puissante à une série de petits États beaucoup moins puissant, beaucoup plus faible au niveau international. Mais le peuple qui a le plus subi au final, qui a le plus souffert de cette situation, ce sont les Serbes. Tout d'abord parce qu'ils ont été présentés comme les seuls responsables du conflit. C'est-à-dire qu'on a mis sur la volonté des Serbes de bâtir la Yougoslavie la responsabilité du conflit. Et du coup, ils se sont retrouvés isolés diplomatiquement. Mais surtout, ils ont perdu énormément de territoire. C'est-à-dire que là où les Croates, les Slovènes ou les Macédoniens ont réussi à créer des États-nations, les Serbes sont retrouvés amputés d'une grande partie de leur territoire. Le Monténégro, qui était un territoire serbe, qui a été séparé de la Serbie, le Kosovo, qui est aussi de fait séparé de la Serbie, et la Bosnie-Herzégovine, dans laquelle on trouve quand même un tiers de Serbes, et ces Serbes-là ont été séparés de leur pays. Et du coup, les Serbes se sont retrouvés divisés entre différents États. Dans certains cas, ils ont été carrément persécutés. Au Kosovo, la situation des chrétiens serbes est catastrophique. Et dans d'autres cas, comme en Bosnie-Herzégovine, ils subissent de fait une forme de discrimination, puisque la République serbe de Bosnie subit la domination de Bruxelles et rencontre de nombreuses difficultés. Mais alors justement, quels sont les problèmes rencontrés en Bosnie et en quoi font-ils écho à la situation dans le reste de l'Europe ? Ce qu'on peut voir en Bosnie, c'est que la souveraineté bosniaque n'est absolument pas respectée. Ça veut dire qu'on a un haut représentant de l'Union européenne qui a énormément de pouvoir au sein de la Bosnie, qui n'est pas élu évidemment, qui est nommé par l'Union européenne et qui de fait dirige le pays. De plus, on trouve énormément de tensions communautaires. Comme je l'ai dit, il y a 50% de musulmans en Bosnie. Ces musulmans sont de plus en plus radicalisés. D'ailleurs, au moment de la guerre des Balkans, on avait vu en fait que de nombreux djihadistes étaient venus soutenir les Bosniaques musulmans. On voit aussi une montée de l'islamisme turc, puisque la Turquie voit dans les Bosniaques une forme d'avant-garde pour leur volonté expansionniste. Et du coup, la Turquie finance de nombreuses mosquées, de nombreuses entreprises en Bosnie pour se servir en fait de la Bosnie comme d'une tête de pont contre l'Europe chrétienne. Et donc en fait, on voit que la situation des Serbes, c'est à la fois une perte de souveraineté et d'identité
qui est assez importante puisque leur souveraineté, leur identité n'est pas respectée. On voit aussi qu'ils sont confrontés à une montée de l'islamisme. Et du coup, c'est ces éléments-là qui font que ce combat des Serbes est aussi le combat des patriotes européens. Et ça explique en partie la rencontre de Marine Le Pen avec la présidente serbe, car ces problèmes se rejoignent. En plus de ça, il y a une amitié historique très forte entre le peuple serbe et le peuple français. Mais justement, est-ce que la Bosnie-Herzégovine est-elle viable sur le long terme ? En fait, au moment de la création de la Bosnie, il y avait deux possibilités. Soit reconnaître l'indépendance de différents peuples, ça veut dire permettre la création d'un État serbe de Bosnie, d'un État croate, d'un État bosniaque, ou alors essayer de créer une identité bosniaque, ou bosnienne plutôt, commune, capable d'unifier en fait l'ensemble des Bosniens, des habitants de la Bosnie, au-delà des divisions religieuses. Et en fait, l'Occident, au final, n'a soutenu aucun des deux. Ils ont créé une forme de Yougoslavie en plus petit, avec différentes communautés qui continuent à être divisées, avec aucune forme d'unité, un système très bancal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les tensions augmentent de plus en plus en Bosnie, puisque la Bosnie a tous les désavantages de la Yougoslavie, c'est une société multiculturelle, multiethnique, mais ça a les avantages qui étaient un État quand même assez puissant, identité quand même commune assez forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, les Serbes sont de plus en plus séparatistes, et même les Croates commencent à se rendre compte qu'il y a un souci, qu'ils sont menacés par la montée de l'islamisme bosniaque. En plus de ça, leurs représentants au sein de la présidence de Bosnie-Herzégovine est élu à la fois par les Croates et par les Bosniaques, ce qui fait que leurs intérêts sont très peu défendus au sein de la communauté de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Et du coup, il a à craindre que la Bosnie finisse par retomber dans la guerre civile si l'Union européenne et l'Occident s'entêtent à refuser d'écouter les Serbes et en fait, de manière générale, la volonté des peuples de cette région. Mais alors, que faudrait-il faire justement pour éviter une nouvelle guerre en Bosnie-Herzégovine ? Alors déjà, sur le court terme, il faudrait respecter les droits du peuple serbe. La République serbe de Bosnie a été créée justement pour éviter un nouveau conflit entre Serbes d'un côté et Croates et Bosniaques de l'autre. Donc respecter la souveraineté, la liberté de la République serbe de Bosnie serait déjà une première étape. Et ensuite, sur le long terme, ce qu'on voit après les années 90, c'est qu'on a deux exemples de dissolution. On a eu la Tchécoslovaquie, qui s'est séparée de façon pacifique. La Tchéquie et la Slovaquie sont partis chacun de leur côté parce que cette dissolution a été organisée. Et de l'autre côté, la Yougoslavie qui a explosé dans la guerre civile. Et du coup, si on veut éviter une dislocation violente, il faudrait organiser en fait cette séparation de façon à ce qu'elle se fasse sans trouble, en reconnaissant l'autonomie puis peut-être l'indépendance de la République serbe de Bosnie. Une solution qui est plus compliquée, ce serait peut-être éventuellement de retravailler à la recréation d'un sentiment yougoslave commun. Parce que quand on regarde les sondages d'opinion, on voit qu'une majorité d'habitants en Bosnie, en Serbie et même au Monténégro et en Macédoine en fait, considèrent que la dislocation de la Yougoslavie a été une catastrophe. Donc peut-être qu'à terme, on pourrait essayer d'imaginer au moins une coopération plus forte entre ces pays-là. Mais c'est compliqué parce qu'on le voit en politique comme partout, c'est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire quelque chose. Eh ben écoutez, merci Raphaël Audouard pour ce point sur la Bosnie-Herzégovine. Je rappelle, vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup. Merci à vous.